Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Game of Pact. Bonjour Alexis. Salut Mathieu. Alors on était resté à la fin du premier épisode sur une super nouvelle, cette sortie en capitale à tout moment pour achat de la résidence principale. Juste un point, on était resté un petit peu sur notre fin sur la question de la fiscalité. Est-ce qu'on va en savoir plus aujourd'hui ? C'est tout le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Vous pouvez poser toutes vos questions via le module qui s'affiche sur votre écran. On y répondra via notre blog partageduprofit.com. On va parler de fiscalité aujourd'hui et on va aussi parler des stratégies 2019 pour les épargnants. Donc c'est parti pour le deuxième épisode. Épisode 2, le monde selon Pacte, 2019, la conquête. Cette fiscalité, on va la distinguer entre la fiscalité qui s'applique à l'entrée et la fiscalité qui s'applique à la sortie. Donc, si on parle de la fiscalité à l'entrée, on retrouve nos trois compartiments, individuel, collectif et catégoriel. Les versements volontaires qui sont faits dans le compartiment individuel seront déductibles de l'impôt sur le revenu. Donc, on est raccroché à ce qui existait dans l'ancien monde sur le PERP. Cette déductibilité fiscale, elle est maintenue, mais elle est même étendue à l'ensemble des versements volontaires, y compris ceux qui sont réalisés dans les dispositifs de retraite d'entreprise et qui génèrent de l'abondement. Donc le versement volontaire qu'on fait dans un PER d'entreprise qui générera de l'abondement demain aura en plus la possibilité de bénéficier d'une déduction fiscale à l'entrée. Dans la limite des plafonds d'épargne retraite qu'on connaît et qui ne changent pas, qu'on retrouve dans notre avis d'imposition, et dans les limites des disponibles Madelin pour les travailleurs non salariés, indépendants, gérants majoritaires, professions libérales qui utilisent les dispositifs de la loi Madelin. La fiscalité à l'entrée pour le compartiment collectif, elle ne change pas. Le salarié est totalement exonéré d'impôt sur le revenu sur les montants des primes qu'il épargne dans son PER, donc les primes de participation, d'intéressement, quand elles sont épargnées dans le PER, ou l'abondement que verse l'employeur, sont exonérées d'impôt sur le revenu. Et ces primes dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour l'entreprise, sont complètement exonérées de forfait social, donc zéro charge employeur qui s'applique aux primes de partage du profit pour les entreprises de moins de 50 salariés et pour les entreprises de moins de 250 salariés quand il s'agit d'intéressement. Et donc, pas de changement d'efficacité, toujours le meilleur dispositif de rémunération différée qu'on peut imaginer aujourd'hui. Le compartiment catégoriel, de la même façon, ne change pas. Les cotisations obligatoires qui alimentaient autrefois les articles 83 vont désormais pouvoir alimenter le compartiment 3 du plan d'épargne retraite. Elles sont toujours exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 8% du salaire. Et l'employeur, en revanche, continue de payer du forfait social, mais la bonne nouvelle, c'est que ce forfait social diminue. Il était avant de 20%. Dans les PER, les cotisations qui alimenteront des PER bénéficieront d'un forfait social réduit de 16%. Dernière chose importante, dans le compartiment individuel, il sera possible de faire des versements non déductibles. Ça correspond à deux situations. D'une part, le salarié qui n'est pas fiscalisé, donc lui, il peut avoir besoin de faire de l'épargne retraite, ne serait-ce que pour aller chercher l'abondement que son employeur lui offre dans un PER d'entreprise demain. Et donc, il n'est pas fiscalisé, donc il n'a pas d'intérêt à aller chercher un versement déductible, mais pourtant il peut avoir besoin de l'abondement. La deuxième population, ce sont les personnes qui ont déjà atteint leur plafond d'épargne retraite et qui veulent aller au-delà pour continuer à accumuler de l'épargne retraite. Ils pourront le faire dans ce compartiment non déductible. D'accord. Une incitation fiscale forte avec cette déductibilité exonération d'hier, voire très forte avec des charges sociales réduites d'un forfait social, voire une exonération totale. J'imagine que cet avantage fiscal à l'entrée, on le paye à la sortie ? Alors effectivement, il y a une certaine logique qui est respectée et pour répondre à cette question, Alexis, on va distinguer la sortie quand elle s'opère sous forme de capital et la sortie quand elle s'opère sous forme de rente. Quand elle s'opère sous forme de capital, qu'il s'agisse d'un capital récupéré au moment de la liquidation des droits à la retraite ou d'un capital récupéré quand on achète sa résidence principale, qui, je le rappelle, est une des modalités de sortie par anticipation. En tout cas, c'est une modalité pour le compartiment 1 individuel et pour le compartiment 2, qui est le compartiment collectif. Le compartiment 3 catégoriel, lui, ne sort qu'en rente, donc on en parlera quand on parlera de la rente tout à l'heure. Le capital qu'on récupère du compartiment collectif ne subit aucune fiscalité, qu'il s'agisse du capital accumulé ou des plus-values. La seule chose
comme autrefois, les plus-values sont fiscalisées ou subissent des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Donc finalement, pas de changement par rapport au régime PERCO qu'on connaissait hier. Le versement individuel qui a été déductible à l'entrée dans le compartiment individuel va subir l'impôt sur le revenu au barème de l'IRPP du bénéficiaire sur la part des versements réalisés et la part des plus-values réalisées pendant le placement vont-elles subir le PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, à hauteur de 30%. En revanche, quand on n'a pas eu d'avantage fiscal à l'entrée parce qu'on a opté pour un versement non déductible, alors on ne paye pas d'impôt sur la part des versements, on paye en revanche le PFU sur la plus-value qu'on a réalisée sur notre placement. Et pour ceux qui vraiment voudraient opter pour la rente, ou ceux qui, sur le compartiment catégoriel, seraient obligés de sortir en rente, qu'en est-il en termes de fiscalité? Alors oui, la question de la fiscalité sur la rente est importante. Elle est assez simple. Rente viagère acquise à titre onéreux, donc faiblement fiscalisée sur le compartiment 2, qui est le compartiment collectif. Rente viagère acquise à titre gratuit sur le compartiment catégoriel, le 3, qui va se trouver à subir l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux à hauteur de 10,1%, comme ce qui se passe aujourd'hui sur un article 83. Pour le compartiment 1, là aussi, en fonction du régime fiscal des versements, donc s'ils ont été déductibles à l'entrée, alors on va payer l'impôt à la sortie sous forme de rente viagère acquise à titre gratuit. Et pour les versements qui n'ont pas bénéficié de déduction fiscale, c'est une rente viagère acquise à titre onéreux, donc une rente viagère plus faiblement fiscalisée. Voilà pour la sortie en rente. D'accord, donc on le voit, hein, on reste sur un principe finalement de report d'imposition, donc j'imagine en dehors du plafonnement des niches fiscales. Mais du coup, comment profiter au mieux, hein, tu nous as expliqué ce cadre fiscal, comment profiter au mieux de ce nouveau produit en 2019? Alors en 2019, on va bien sûr pouvoir profiter de la déductibilité fiscale du versement volontaire qu'on va faire dans un plan d'épargne retraite. Donc ces versements volontaires, ils sont déductibles à 100%. Autrement dit, on s'affranchit d'un amendement 467 pour les plus pointus d'entre nous qui condamnait un peu à une demi-exonération fiscale les anciens produits type PERP. Donc là, un avantage fiscal plein dans le nouveau produit plan d'épargne retraite. D'accord, donc plus de questions à se poser de ce côté-là avec le nouveau produit. En tout cas, si on ouvre un plan d'épargne retraite individuel, on pourra s'affranchir du 467. L'objectif d'ERES, c'est bien sûr d'être prêt au 1er octobre prochain, être prêt avec un plan d'épargne retraite individuel, d'être prêt avec un plan d'épargne retraite d'entreprise, et aussi et surtout de permettre à tous nos clients qui avaient et qui bénéficiaient d'un PERCO RS Sélection par le passé, de voir leur PERCO automatiquement transféré et transformé en PER d'entreprise, qui aura donc ce label PER, qui ouvrira donc la porte au versement déductible du revenu. Donc le versement volontaire que je ferai dans mon PERCO RS après le 1er octobre bénéficiera de cette déduction fiscale de façon automatique sans que les clients n'aient rien à faire. Il ne manque pas un point ici, il n'y a pas de transformation du PERP automatique du coup dès le 1er octobre 2019? Alors on y a bien pensé, le PERP RS à le transformer automatiquement, c'est une faculté qui est ouverte et qui restera ouverte. Maintenant, il nous semblait plus intelligent d'avoir une autre stratégie pour ce PERP et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Les anciens contrats PERP qu'on va maintenir pendant l'année 2020 vont nous permettre de transférer des stocks d'articles 83 pour permettre à des cotisations obligatoires qui alimentaient des régimes de retraite supplémentaires qui historiquement dans un article 83 sortaient exclusivement en rente viagère, permettre le transfert de ces cotisations vers un PERP tel qu'on peut toujours le faire jusqu'au 1er octobre prochain, 2020 plutôt, et en transférant vers ce PERP, on va pouvoir ensuite transformer ce PERP en PER. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette transformation? Ça va devenir un compartiment 1 dans le futur PER et donc des cotisations obligatoires
qui historiquement sortaient en rente vont être transformés d'abord en PERP puis en PER1 et vont désormais pouvoir sortir en capital. Donc ça nous paraît une stratégie intelligente à proposer et donc c'est pour ça qu'on maintient notre PERP encore un petit peu de temps avant de le transformer collectivement pour l'ensemble des clients quand cette stratégie sera plus possible. 9 mois pour faire d'un produit tunnel un produit assorti en capital à la sortie. Exactement, avec une date limite, une date limite au 1er octobre 2020. D'accord. Si je reviens sur le compartiment individuel, on a évoqué le fait que ça correspondait, enfin si on devait l'assimiler aux anciens produits, au PERP et au Madelin, mais concrètement, ça veut dire quoi en termes de déductibilité, en termes d'opportunité ? Là, j'ai envie de répondre comme avant. On a toujours nos plafonds d'épargne retraite, le plafond d'épargne retraite calculé sur l'année précédente, le report des plafonds des années antérieures. On est en 2019, donc on a la possibilité de reporter les années 2016, 2017, 2018. Ça, ce sera toujours possible. On a aussi des cas où on est travailleur non salarié et on bénéficie d'un plafond MAD 10 et MAD 15, d'un plafond Madelin sur nos revenus d'activité de l'année en cours, donc sur nos revenus professionnels de l'année en cours. Ça, c'est maintenu, rien ne changeait. Donc j'ai envie de dire rien ne change et en même temps tout change parce que la grande nouveauté, c'est que ces sommes, elles vont pouvoir cette année dans un PER sortir à 100% en capital au moment de la retraite ou pour acheter sa résidence principale. Donc ça change quand même fondamentalement. Et par ailleurs, c'est la première fois qu'on va pouvoir dans un seul et même produit cumuler jusqu'à 6 plafonds d'épargne retraite. Et ça, quand on est TNS, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors Mathieu, merci pour tous ces détails. Je reste quand même un tout petit peu dubitatif. On a vu un super avantage fiscal à l'entrée, mais une fiscalisation à la sortie qui paraît relativement importante. Très concrètement et par rapport aux produits que les épargnants ont l'habitude d'utiliser, est-ce que c'est réellement un produit qui sera avantageux? Effectivement, ça mérite des chiffres, ça mérite d'aller encore un peu plus loin dans la démonstration. Mais là aussi, on renvoie et on vous renvoie à l'épisode 3 de Game of Pact pour voir ce qu'il adviendra de notre plan d'épargne retraite quand on le comparera aux solutions de placement traditionnelles et plus précisément à l'assurance vie. Alors on vous invite à la fin de ce webinaire à répondre à l'enquête de satisfaction comme habituellement et on vous donne rendez-vous demain pour ce 3e épisode. À demain.